Voilà, donc il est maintenant temps de basculer sur la série ce qu'on a appelé des groupes thématiques. Donc on l'a dit en tout début d'intervention, hein, donc l'existence sur la Champagne de filières historiques fortes, très, j'allais dire très déterminantes pour l'activité agricole est vraiment un élément à prendre en compte. Et voilà, il y a des filières historiques et on a aussi des filières qui émergent. Et donc, après un travail micro où on a regardé ce qui se passait vraiment sur les exploitations, on a souhaité aussi avoir un regard sur ces filières déterminantes. Donc, on a choisi deux filières émergentes. Donc, le bio et comment dire, la méthanisation. Et on a également choisi de s'intéresser à deux filières historiques, la betterave et la luzerne d'Aisy. Donc, on a choisi de faire ces travaux parce que donc ils ont été conduits avec des experts de ces filières, hein, comme on l'avait dit en introduction. L'idée, c'était voilà, de commencer à se dire, mais voilà, où est-ce qu'on en est, quel est l'état des lieux de chaque filière, les atouts, les contraintes par rapport j'allais dire, à leur intégration, leur impact sur les entreprises agricoles, les interactions qui peuvent exister aussi entre les différentes filières. On voit que les interactions aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, et puis aussi d'essayer d'avoir un regard prospectif. L'idée, hein, évidemment, ça a été aussi de dire on essaie d'avoir un regard froid, pas partisan, parce que voilà, c'est pas l'objectif de notre travail. Et c'est bien aussi parce que ce travail était multi-acteurs, multi-experts, que nous sommes permis et que je pense que nous avons réussi à avoir ce regard un peu, j'allais dire, très, très objectif sur l'ensemble des filières que nous avons traitées. On aurait pu choisir de traiter d'autres filières, évidemment, enfin, s'intéresser à l'élevage, au circuit court, etc. Mais évidemment, on n'avait pas forcément le temps de tout conduire. Voilà, donc je vais passer la parole donc j'allais dire donc à deux experts, hein, Gaspard de Courson de la Chambre d'agriculture de l'Aube et Pierrick Poncin de la Chambre d'agriculture du CDR de la Marne. Excuse-moi, Pierrick. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Donc, ce groupe a travaillé, on était 8, sur la méta pour deux raisons. La première, c'est son fort développement depuis quelques années en Champagne-Crieuse. La seconde, c'est justement l'interaction qu'elle a avec les systèmes de production sur les fermes et indirectement sur les filières propres à la Champagne. D'abord, pour vous donner quelques chiffres concrets, il y a aujourd'hui 65 unités de méthanisation, soit en fonctionnement, soit en construction, soit en projet très avancé sur le secteur. Les trois quarts sont en injection, et donc c'est le modèle, on va dire, dominant en plaine champenoise, avec un gisement dominante civelon, donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique, un petit peu de cultures dédiées et des coproduits des diverses industries agroalimentaires qu'on trouve sur le territoire. On a cherché à estimer les surfaces mobilisées par ces systèmes méta, avec une capacité d'injection moyenne, ça correspond à 45 à 50 tonnes jour par unité, et donc selon le taux d'incorporation des cives dans la ration des différents méthaniseurs, on peut estimer le jour où toutes ces unités seront sorties de terre, que ça correspond à 1,5 à 1 hectare de cives par unité et par jour, soit entre 1,5 et 3,5% de la SAU champenoise qui serait mobilisée avec des cives. On est, pour les infos que j'ai aujourd'hui, plutôt dans la fourchette basse en termes d'incorporation, plutôt 40-50%. Donc voilà, ça représente de la surface, hein, il faut être honnête là-dessus, mais on est loin d'un bouleversement des surfaces agricoles, en gardant en tête que suite à la cive, il y a une deuxième culture. Cette deuxième culture est en grande majorité une culture alimentaire, donc on ne consomme pas plus de surface de ce point de vue-là. Par contre, évidemment, le potentiel est souvent un petit peu plus limité qu'une culture solo, donc il y a un impact, mais cet impact doit vraiment être relativisé. Les terres de Champagne ont des atouts à faire valoir par rapport à la méta. D'abord leur potentiel agronomique, des sols productifs, plutôt accessibles aussi, des sommes de température qui permettent d'enchaîner deux créneaux de culture
relativement facilement, on va dire. Beaucoup de cultures de printemps, donc des créneaux d'interculture qui permettraient d'intercaler des cives. Par contre, les sols de craie, le calcaire actif et donc des possibilités de deuxième culture qui sont limitées, notamment le maïs qui est un peu la deuxième culture reine dans beaucoup de régions avec de la méta, n'est pas possible en Champagne-Crieuse. Il faut se creuser un petit peu plus la tête, je dirais. Il faut maintenir les cultures d'industrie, de luzerne, de betterave pour la marge des exploitations, on l'a vu, aussi pour les filières. Et puis, bon, le sec l'été est un vrai point d'inquiétude par rapport à ces systèmes. J'ajouterais, avec le regard un peu agronomique, l'importance de préserver la matière organique aussi dans les systèmes de Champagne-Crieuse qui exportent déjà beaucoup. Pour optimiser donc les atouts et limiter les contraintes en méta, je vous propose d'illustrer ça en comparant un système de référence de Champagne-Crieuse issu des pratiques culturales moyennes sur le territoire, donc un système céréales, betteraves, luzerne, un peu de colza, avec des pratiques moyennes, et en comparant l'évolution dans un système de méthanisation, alors issu d'enquêtes et puis des données d'experts qu'on avait à notre disposition, méta collective sur à peu près 1200 hectares, avec un assolement qui est profondément modifié, notamment avec l'intégration du tournesol et de 290 hectares de cives longues à peu près, avant tournesol, avant un petit peu de sorgho dédié, et avant les premières années de luzerne. C'est un système qui correspond à ce qu'on peut observer, ou en tout cas à des projets de méthanisation qui sont en cours de calage. Donc, pas besoin de vous dire, sans trop entrer dans les détails, que c'est un changement très important dans l'assolement, même si on a maintenu les surfaces de culture industrielle notamment. On passe de 5 à 9 cultures, on augmente le nombre d'hectares récoltés par an de près de 30%. Pour illustrer, je peux vous donner le retour d'un agriculteur qui me disait « avec la méta, je m'agrandis sans augmenter ma surface ». Voilà. C'est exactement ce qui ressort de ce chiffre. En termes de fertilisation, on mobilise plus de matière, plus de récoltes, donc plus d'azote, mais avec une économie d'azote minéral, puisqu'on utilise le digestat de l'ordre de 30 à 40%. Et on peut espérer des baisses d'IFT aussi pour la partie phyto, pas forcément sur les herbicides, mais pour l'IFT hors herbie, des baisses de l'ordre d'un quart, en particulier grâce à la baisse des surfaces en colza, très exigeante, voire dans l'impasse au niveau gestion des insectes aujourd'hui. Ce sont des systèmes qui sont productifs. Maxime disait tout à l'heure que c'est un des enjeux de la performance des exploitations. Voilà, on augmente la productivité, si on raisonne en tonnes de matière sèche par hectare et par an, on passe de 8 tonnes et demie à 10 tonnes et demie par hectare de SAU et par an à peu près, donc plus 20%, sans énormément pénaliser l'alimentation humaine. Je tiens à insister là-dessus. La partie alimentation humaine, alimentation animale est relativement peu affectée parce que les deuxièmes cultures sont des cultures alimentaires et même en termes de débouchés, plus alimentaires que le colza, je dirais ça, comme ça. C'est par contre la partie industrie à destination des biocarburants qui peut être affectée. Mais bon, sur des surfaces, on le disait tout à l'heure, sur quelques milliers d'hectares, on ne va pas bouleverser non plus les équilibres. Mais la partie concurrence avec l'alimentaire doit vraiment être fortement relativisée quand on voit ces chiffres, sachant qu'on produit plus et on produit de la valeur sur la ferme avec les près de 3 tonnes de matière sèche par hectare produite pour la méta et donc pour une énergie, une bioénergie elle aussi. Voilà, quand vous regardez, prenez un peu de recul sur ces indicateurs, il s'agit bien d'une intensification, on produit plus, on récolte plus souvent, mais en réduisant l'utilisation d'intrants extérieurs. Donc c'est un système plus productif et plus économe à la fois. Reste à poser la question de la matière organique et des sols. C'est une question qui revient souvent et qui est extrêmement légitime. Pour y répondre, on s'est basé sur le modèle de référence en France qui s'appelle CIMEOS pour évaluer l'évolution du stockage de carbone dans les sols au niveau de la référence dont on parlait, donc en partant d'un système créé dans une parcelle réelle, dans un projet de méta. C'est des trajectoires aujourd'hui avec les assolements actuels qui sont souvent sur un déstockage de carbone. Et quand on passe à une rotation avec des cives, telles que je vous l'ai montré, on augmente déjà, sans même rapporter le digestat, on est sur une trajectoire qui stocke plus de carbone en comparatif, grâce à des restitutions beaucoup plus importantes de masse racinaire notamment. Le système avec méthanisation et retour des digestats
lui, permet d'inverser complètement la tendance et de stocker à horizon de 50 ans plus de 6 tonnes de carbone par hectare. Donc, une très nette amélioration. Et si on considère les systèmes méta avec, disons, de l'agriculture de conservation des sols, donc des couverts plus productifs, fertilisés grâce au digesta et donc plus de restitution, on augmente encore plus nettement le stockage de carbone dans des proportions vraiment extrêmement intéressantes par rapport aux enjeux de réduction, d'atténuation du changement climatique notamment, qui arrive aujourd'hui. Donc, en Champagne-Crayeuse, la méta, par rapport à des systèmes céréaliers au départ, améliore nettement le stockage de carbone. Il faut vraiment être rassurant là-dessus. Je termine par quelques retours d'expérience auprès des exploitations en routine sur la méthanisation. C'est des systèmes qui sont agronomiquement plus performants par une diversification des cultures. Maxime a dit que c'était important et utile sur l'économie des exploitations. Plus économe en ferti, plus économe en IFT et plus robuste sur le désherbage aussi. Et voire un levier pour passer à des systèmes bio dans certains cas. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques agronomiques à favoriser. L'interaction avec la luzerne, on en reparlera plus tard, c'est des cycles qui sont très complémentaires et il ne faut pas du tout opposer la luzerne et les systèmes méta. Des deuxièmes cultures qui tirent leur épingle du jeu en craie, le tournesol, le chanvre, la luzerne, éventuellement des filières émergentes. Ça concerne peu de surface, mais les terres de vallée sont des espaces que la méta valorisera à l'avenir et ça aura un impact, je pense même écologique, pour le maintien de prairies naturelles, j'espère. Et puis voilà, il faut rester opportuniste et préserver les sols en maintenant des apports de matières organiques fraîches, les pailles et des sciepans restitués au sol. Il ne faut pas tout exporter, évidemment. Il reste donc des points de vigilance sur ne pas revenir trop souvent avec des cives dans la rotation, tous les 3 ans, tous les 4 ans au maximum. Éviter la monoculture, rester prudent sur les aléas climatiques, sur la préservation de la vie des sols. Et enfin, optimiser vraiment l'usage du digesta pour que ça soit un levier positif. Il faut bien rester agronome quand on est agriculteur méthaniseur. C'est le principal enseignement que je vous engage à garder. Bonjour à tous. Donc, quel impact ont les unités de méthanisation sur les exploitations agricoles? Donc, pour étudier ça, on s'est basé sur les chiffres de l'année 2019. On a étudié aussi bien les unités en cogénération qu'en injection, ce qui nous a permis de regrouper une dizaine, 10 méthaniseurs, et ce qui totalise derrière donc 22 exploitations. Donc, pour cette analyse, on a donc réparti l'EBE généré par le méthaniseur et qui revenait sur les exploitations. On l'a étalé donc sur les surfaces de ces exploitations. Donc, ça nous donne les chiffres suivants. Donc, vous avez tout en haut l'EBE moyen tout système, hein, donc, qui est notre témoin, qui est la moyenne en Champagne-Crayeuse. Vous avez en dessous donc l'EBE moyen des exploitations agricoles qu'on a étudié, de ces 22 exploitations. Donc, on peut constater déjà un EBE moyen à l'hectare qui est plus important, qui s'explique par des exploitations qui sont diversifiées pour la plupart. Et donc, en dessous, donc, l'EBE moyen généré par l'unité de méthanisation ramené donc, à l'hectare de ces exploitations. Donc, on peut constater que l'unité de méthanisation permet de plus que doubler l'EBE des 22 exploitations présentées. Alors, il faut prendre du recul sur ces chiffres, parce qu'on a de gros écarts entre les exploitations, notamment en fonction de la prise de participation de ces exploitations dans les unités de méthanisation. Plus on va avoir d'associés, plus le BE va être étalé. Et aussi la taille des unités, plus une unité sera importante, plus le BE sera important aussi. Au niveau des interactions entre filières, hein, on peut constater que toutes les filières ont des interactions positives avec la méthanisation, notamment en bio. Les agriculteurs bio qui vont pouvoir disposer d'un engrais azoté facilement assimilable par les plantes, et aussi au niveau de la gestion des parcelles, hein, où on aura un moyen de lutte en plus contre les adventices. Pour l'élevage, on va distinguer plusieurs interactions, hein, il y aura évidemment moins d'interactions au sein de la Champagne-Crayeuse où on a peu d'élevage. Par contre, les interactions vont plus intervenir en bordure. On aura inévitablement effectivement un peu plus de concurrence sur les matières, que ce soit fourragères ou coproduits. Mais la méthanisation peut apporter des avantages aux élevages en permettant de gérer les effluents d'élevage.
et aussi en valorisant les cultures principales à implanter derrière cives pour éviter de les mettre dans le méthaniseur et d'avoir une moins-value sur le gaz produit. Au niveau des DESI, on va aussi avoir donc un impact positif grâce à la production de cives. Comme l'évoquait Gaspard, la production de cives va permettre une meilleure implantation des luzernes derrière cives, ce qui va permettre de sécuriser le rendement et de sécuriser la première année. On aura par contre un risque de concurrence sur les pulpes, ce qui nous fait arriver du coup au fait que pour la filière betterave, voilà, ce sera un débouché en plus pour les pulpes. Voilà, il faudra qu'il y ait une juste répartition des pulpes entre ces trois filières. Et donc au niveau des grandes cultures, donc on va avoir un petit peu de concurrence au niveau des surfaces, mais ça va apporter un véritable levier agronomique pour les céréaliers, que ce soit en termes de phyto et aussi bien d'engrais. Et donc, pour les perspectives de la méthanisation, dans les années à venir, on va voir le déploiement des projets qui sont en construction ou en cours de finalisation. On va constater une augmentation de ces unités-là, puisqu'on n'aura pas forcément de nouveaux projets suite au changement de tarifs. Et on aura donc aussi une réduction des déchets à valoriser en méthanisation. Et donc, à horizon 2050, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 600 unités de méthanisation dans la région Grand Est, ce qui devrait représenter 40 à 50 unités pour nos départements céréaliers. Merci Gaspard, merci Pierrick pour cette présentation complète, mais il y a aussi, enfin, je veux dire, qui ne représente pas tous les travaux, il y a aussi d'autres informations, mais on n'a pas pu tout présenter ce matin. Donc, on vient de parler effectivement de la méta, donc une activité filière émergente qui commence à marquer un peu le paysage de la craie. On le voit en culture, on le voit par les installations. Il y a une autre filière qui émerge aujourd'hui, qui commence elle aussi à marquer le paysage de la craie. Donc, c'est toute la filière bio. Et donc, je vais passer la parole donc à Arthur Adamczyk de la Chambre d'agriculture de la Marne et à Nicolas Giraud de CER France pour nous présenter les résultats. Voilà, donc concernant le bio, donc je vais vous présenter quelques données économiques. Donc c'est issu de nos exploitations de la région, donc converties depuis plus de 5 ans, donc sans aide à la conversion. On a éliminé aussi les exploitations avec élevage et les exploitations légumières. Le premier constat, c'est que la surface des exploitations bio est un petit peu inférieure, 132 hectares contre 160 hectares, avec un tout petit peu plus de main-d'œuvre. Donc, on est à 106 hectares par UTH en bio et 130 hectares en conventionnel. L'autre élément, c'est la composition de l'assolement. Donc, chez les exploitations bio, on trouve beaucoup plus de prairies temporaires. Alors, attention, je parle hors luzerne. La luzerne, on la considère dans l'assolement. Donc, en fait, c'est des prairies de légumineuses qui rentrent dans l'assolement. Autre élément, la productivité des hectares. Donc, le produit total de ces exploitations-là, finalement, bio conventionnel, on est à 1 700 € de produit. Par contre, il est fait différemment. Les exploitations bio touchent à peu près 100 € d'aide hectare en plus. Et bien ça s'explique aussi par la composition de l'assolement. C'est des assolements avec beaucoup plus de protéagineux et de légumineuses, donc qui perçoivent plus d'aide couplée. En termes de charge opérationnelle, ben évidemment, en bio, on est inférieur au conventionnel. Donc, charge opérationnelle, là, c'est semences, engrais, produits de traitement. Donc, en bio, le poste numéro 1, ce sont les semences. Ensuite, il y a un petit peu d'engrais et très peu de phytosanitaires dans les 348 € hectares. À l'inverse, les exploitations bio ont des montants de charges de structure plus élevés que les conventionnels. Et ça, c'est lié au poste amortissement, finalement, et un petit peu, enfin, mécanisation et amortissement sur les installations.
En fait, en bio, il y a beaucoup plus de travail du sol. Le désherbage passe par le travail du sol. Donc, les exploitations bio ont toute une panoplie, un large panel d'outils et passent aussi plus de temps dans les champs, donc un petit peu plus de carburant. Et l'autre élément, c'est les amortissements sur le poste installation bâtiment. Derrière, c'est le bio, pour valoriser sa récolte, nécessite de passer par le stockage, du triage, voire du séchage. Donc, qui nécessite aussi de l'investissement. Au final, si on regarde en termes d'EBE et de revenus, eh bien oui, les exploitations bio apparaissent un cran au-dessus. Bon, attention, c'est les résultats d'une année. La référence conventionnelle, c'est 2019. Et 2019, rappelez-vous, c'était quand même une année moyenne en Champagne-Crieuse. Par contre, n'oubliez pas que le chiffre hectare, il faut le ramener aussi à l'unité de manœuvre, et il y a moins d'hectares par unité de manœuvre en bio. En termes d'annuité, voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, on se retrouve avec plus d'investissement en équipement et en installation, donc plus d'annuité. Et finalement, en termes de revenus disponibles, donc la trésorerie après annuité ramenée à l'unité de manœuvre familiale, finalement, bio et conventionnel, on peut conclure qu'ils sont assez proches. Par contre, la moyenne, comme ailleurs, elle cache toujours des extrêmes. Et la dispersion des revenus en bio, c'est la même qu'en conventionnel. Et le premier déterminant, ça reste la technicité qui fait des écarts. Ah, et j'ai oublié de vous parler du taux d'endettement. Il traduit tout ce que je vous ai dit précédemment, plus d'annuités, plus d'investissement. Donc, on retrouve logiquement un petit peu plus d'endettement chez les exploitations bio. Donc, voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur l'économie des exploitations bio. Donc, je vais laisser Arthur poursuivre. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous le retrouverez dans le replay. Voilà, mais c'est tout ce que je viens de vous dire finalement. Voilà. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, pour parler du bio assez rapidement dans les grands chiffres. Donc, en Champagne-Ardenne, le bio, c'est un petit millier de fermes d'engagés, ce qui correspond à une augmentation de 17,8% en un an. On est sur un peu plus de 58 000 hectares en culture en bio dans Champagne-Ardenne, ce qui correspond à peu près à un petit 4% des exploitations et 4% des surfaces. Et donc, sans surprise, le bio dans Champagne-Ardenne, c'est principalement les cultures fourragères, des grandes cultures et la vigne. Donc, comment réussir justement en agriculture biologique? Ça commence d'abord par réussir sa conversion. Donc, l'idée, c'est d'échelonner les investissements quand on convertit. Donc, c'est investir au bon moment, sur les bonnes cultures et sur le bon matériel. Il ne faut surtout pas être sous-équipé. L'idée, c'est de maintenir ses potentiels au niveau des cultures. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus être suréquipé, parce que là, du coup, ça fait exploser le taux d'endettement. Et donc, ça à gérer au cas par cas en fonction des potentialités de l'exploitation et des sols. Raisonner le travail du sol, donc c'est avoir le matériel qui est adapté aux cultures et aux besoins du sol, et surtout contractualiser et assurer la vente de sa récolte. Ensuite, il faut raisonner son assolement et ses pratiques culturales, ne pas hésiter à se diversifier, donc ça passe par l'allongement des rotations, l'alternance des cultures d'hiver et de printemps, introduire des mélanges à base de légumineuses, parce que l'azote est le facteur limitant en bio concrètement dans la Champagne-Crieuse. On ne nourrit pas la plante, on nourrit le sol. Ça, c'est aussi un état de pensée qui est propre au bio. Et donc, ça demande une technicité accrue et donc, par conséquent, une plus grande disponibilité de l'agriculteur. Et enfin, l'élevage doit ou peut, en tout cas, faire partie des projets de diversification par rapport à la sensibilité de l'approvisionnement en éléments fertilisants. Un des gros moteurs aussi des producteurs en bio, c'est la recherche de valeur ajoutée. On fait des rendements plus faibles qu'en conventionnel, donc les prix souvent compensent, mais l'idée, voilà, c'est toujours aller rechercher la valeur ajoutée par des contrats spécifiques, la diversification ou du marché de niche. Les points d'attention pour les années à venir, donc c'est, on en a parlé il y a assez peu longtemps, finalement, c'est la diminution des niveaux d'aide par hectare. Donc ça va prendre en compte au moment de la conversion. Il ne faut pas forcément baser tout son projet sur les aides, sinon c'est voué à l'échec. On a aussi, je l'évoquais à l'instant, des risques de tension sur les appros en matière fertilisante. Donc d'où aussi l'idée de se prémunir par rapport à ça.
On a aussi potentiellement un risque sur la volatilité des prix, les surfaces en bio augmentant avec un marché qui peut potentiellement atteindre son équilibre. Il faut faire attention aux cultures qu'on fait et pas inonder un marché. Et donc voilà, d'où aussi la recherche de marchés de niche. Et on a enfin l'évolution du climat, mais ça c'est pareil qu'en conventionnel. Donc on sait que le climat impacte les conduites de culture. Et donc souvent ça nécessite de repenser complètement la méthode de semis. Enfin, l'évolution de la réglementation, donc potentiellement un durcissement de la réglementation en bio pourrait compliquer on va dire les dynamiques de conversion, et d'où aussi l'importance de sécuriser ces appros en matière fertilisante. Et il faut surtout viser un accompagnement des filières. Donc c'est sans filière, pas de développement du bio. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est encore dimensionné pour les volumes produits. Il faut, en tant que producteur et aussi en tant qu'institut, rester à l'écoute des marchés afin de cibler les productions à commercialiser et ne pas avoir peur de se lancer sur les marchés de proximité. Alors ça, la diapo est présente, je ne vais pas forcément l'élaborer, enfin la développer plus que ça pour une question de temps, mais voilà, on a la Chambre régionale qui a mené une enquête justement de pérennisation sur l'agriculture biologique. Donc vous l'aurez ensuite, ou on peut revenir après, on peut revenir dessus au moment des questions. Sinon, pour conclure, l'agriculture biologique en Champagne-Creuse, c'est plutôt un système qui est pertinent d'un point de vue agronomique et économique, mais par contre, ça nécessite 4 grands points. Donc, c'est l'accompagnement technique des instituts et du collectif. Donc, voilà, on a l'émergence de groupes et l'idée, voilà, c'est de progresser tous ensemble. Les techniques voilà, qui ont du succès doivent être développées chez tous les producteurs. On parle aussi forcément d'accompagnement financier, donc c'est les aides notamment, mais aussi les niveaux de prix des productions. On a aussi besoin d'un accompagnement des filières et des marchés, donc c'est tout ce qui est mode de commercialisation, la valorisation des produits derrière en bio. Et quelque chose qui n'est pas forcément bien développé, c'est l'accompagnement a posteriori, donc c'est ne pas hésiter à faire des bilans, une prise de recul, une remise en question après quelques années de conversion, pour voir si finalement les bons choix sont faits et comment orienter au mieux sa production. J'en ai fini avec la partie agriculture biologique. Je laisse la main à Jean-Michel. Merci, merci Nicolas, merci Arthur. Donc après deux filières, hein, donc émergence en Champagne-Crieuse, on a choisi de s'intéresser à une filière, je dirais, qui a fait l'histoire, qui a contribué à faire l'histoire de la Champagne-Crieuse. Et je pense que nos intervenants vont nous montrer que cette filière va aussi encore continuer à faire l'histoire de notre Champagne. Voilà, donc je passe la parole à Marie Nièce de CapDA et puis Olivier Josselin de FDSE Conseil. Merci, bonjour à tous. Juste, je me permets une toute petite intervention. Continuez de poser vos questions sur le chat. Donc, il y aura une séquence de questions-réponses en fin des présentations filières. Alors, l'objectif voilà, de ce travail, c'était voir un peu l'histoire, ce qui s'est passé les 5 dernières années en termes de résultats économiques, ce qu'on a pu relever dans nos analyses de groupe qui nous semblaient pertinentes. Donc, on part d'un historique d'exploitation. On a un échantillon d'à peu près 400 exploitations qu'on a analysé sur une durée de 5 ans, 2015 à 2019. Et on a séquencé ça en plusieurs groupes. Donc, les producteurs de luzerne, ceux qui n'en font pas, ceux qui en font beaucoup, ceux qui en font moins. Et éventuellement, dans les producteurs de luzerne, ceux qui font de la betterave et qui n'en font pas, parce que ça peut avoir un impact aussi. Sachant que le gros de la production ou des producteurs, l'essence, ce qui est le plus représentatif, ce sont, on a de la production de luzerne dans quasiment toutes les exploitations. Donc, si on regarde, c'est les colonnes jaunes. Hein, donc, en gros, on a l'échantillon qui se divise en 3 sur les 3 colonnes de droite avant la bleue. Hein, donc, en jaune, on a les producteurs de luzerne entre 0 et 9%, 9 et 14% et plus de 14%. Pourquoi ces pourcentages-là? Ça nous permettait de faire des groupes équilibrés en termes d'analyse. Et à gauche, des producteurs qui ne font pas du tout de luzerne. Donc, vous voyez, on a une cinquantaine sur l'échantillon de 400, donc c'est relativement peu. Et des personnes qui ne font pas de luzerne et pas de betterave, il y en a très peu, hein, c'est l'ordre d'une dizaine. Et de la luzerne sans betterave, voilà, c'est une dizaine. Donc, les chiffres, des fois, sont à prendre avec quelques réserves, vu l'échantillon.
Si on revient sur le graphique de gauche, donc le groupe en vert, c'est le groupe le plus représentatif qui fait entre 9 et 14% de son assolement en luzerne. Et quand on regarde le résultat qui est dégagé sur l'exploitation, c'est plus 15 € en moyenne sur 5 ans. Donc 15 €, 60 hectares, c'est 1500 €. Mais voilà, c'est chaque année, en gros, il ressort à peu près 15 € de plus que la moyenne du groupe. Et quand on regarde, comparé au groupe qui ne fait pas du tout de luzerne, c'est un peu plus que 15 €, on est à presque 50 € de plus en termes de résultats. Donc, sachant qu'il n'y a peut-être pas que la luzerne qui est la composante du résultat en plus, mais quand il y a présence de luzerne, on voit que c'est un indicateur de résultats supplémentaires. Si on va zoomer un peu plus sur les rendements de la luzerne, de ces différents groupes, mais la luzerne a un impact sur la rotation, c'est de voir aussi les rendements d'autres productions représentatives ou emblématiques de la Champagne. Donc si on regarde déjà les rendements de la luzerne, les exploitations qui font entre 9 et 14% de leur assolement font un petit peu plus en rendement de luzerne. Donc c'est des rendements qui sont autour de 12 tonnes en moyenne sur 5 ans. Et dès qu'on a un peu plus ou un peu moins de luzerne, ça sera un petit peu moins, mais bon, c'est relativement serré en termes d'écart au niveau des différents groupes. Si on regarde du côté des autres productions qui sont dans la rotation de la luzerne, donc les producteurs de betteraves, on voit que plus il y a de luzerne présente dans l'assolement, plus le rendement de la betterave est élevé. Donc les plus de 14% en surface de luzerne font plus de rendement en betterave. Et donc, c'est une histoire de quelques tonnes, mais bon, quelques tonnes sur 5 ans, fois les euros, ça fait un peu de résultats en plus. Et quand on regarde sur le blé, les exploitations qui font de la luzerne font plus de rendement au blé. Donc, c'est un petit peu de luzerne, pas forcément beaucoup, mais ça joue également sur le rendement moyen blé dans un mouchoir de poche. Donc, c'est entre 8 tonnes 3 et 8 tonnes 4. Donc, c'est relativement proche en termes de rendement. Mais quand il n'y a pas de luzerne, le rendement est fortement, et donc là, est plus impacté. Et donc là, c'est à peu près 3-4 quintaux de moins à l'hectare. En termes de charge, le graphique en haut à gauche, c'est le niveau des engrais consommés au niveau de ces différents groupes. Donc on voit que plus il y a de luzerne dans l'assolement, plus le coût de l'engrais au niveau de l'exploitation est important. Donc ça, c'est bien le coût de l'engrais de l'exploitation, donc qui inclut de la luzerne dans la rotation. Sur le poste phyto, donc on voit que sans luzerne, on a un coût phyto qui est quand même plus élevé que la moyenne. C'est les deux colonnes de gauche. Et plus on va mettre de luzerne dans l'assolement, donc ce sont les trois colonnes jaunes et vertes, on voit que plus on met de luzerne, plus on a un impact bénéfique sur le phyto. Donc voilà, on ne fait que traduire l'analyse technique qu'on peut peut-être avoir sur la conduite de ce poste-là. Et en termes de semences, voilà, on a un niveau qui est comparable à la moyenne, donc c'est comparé à une moyenne, sachant que il y a d'autres composantes, il y a de la betterave aussi dans l'assolement, donc voilà, on est sur il n'y a pas de réel grand écart sur le poste semence entre les exploitations qui font de la luzerne et qui en font moins. Notamment, il y a la colonne marron où quand il n'y a pas de betterave, effectivement, le poste semence baisse fortement. Donc c'est plutôt la betterave qui explique ce niveau élevé de ce. D'autres postes qui nous paraissent pertinents à analyser, c'est le poste assurance aléa climatique. Donc, la luzerne est une culture qui ne nécessite pas forcément une assurance aléa climatique, et on le voit. Donc, plus on va mettre de luzerne dans l'assolement, plus le coût de l'assurance aléa climatique va diminuer. Et quand on a peu de luzerne, voire pas de luzerne dans l'assolement, donc on voit que les coûts voilà, ça nécessite d'être assuré de manière un peu plus importante. Si on revient sur le graphique de gauche, c'est la mécanisation. Donc là, j'ai juste comparé les trois systèmes, beaucoup ou peu de luzerne dans l'assolement. Donc on voit qu'il y a des écarts. Donc post-mécanisation, pour rappeler, comme les autres groupes en parlaient, mécanisation, c'est amortissement du matériel, carburant, entretien et tout ce qui est travaux par tiers au niveau de l'exploitation. Donc, on a des coûts de mécanisation qui sont de l'ordre de 450 € quand on fait peu de luzerne. Et quand on fait beaucoup de luzerne, vous voyez, on peut avoir un delta de l'ordre de 20 € d'hectare sur les charges de l'exploitation. Et donc, parallèlement, qui dit mécanisation importante ou pas, ça peut refléter aussi l'endettement des exploitations. Donc, l'endettement, vous voyez, il est relativement mieux maîtrisé quand il y a de la luzerne que quand il n'y en a pas. Voilà pour la partie
économique. Sur la partie agronomique, je passe la parole à Marie. Bonjour. Donc, après cette belle démonstration de l'intérêt financier de la luzerne, l'idée était peut-être de mettre en avant les intérêts plus généraux et plus difficilement quantifiables de la luzerne. Alors, on va aller rapidement sur les agriculteurs éleveurs qui ne sont effectivement pas la majorité en Champagne-Crayeuse. Pardon. L'idée était essentiellement de noter que c'est une protéine locale de qualité qui est très facile à utiliser, à rationner. On a une traçabilité absolument irréprochable sur la luzerne d'Aisy avec des AOP par exemple en Brie et en Chaours, qui sont des choses qui sont de plus en plus revendiquées d'un point de vue du consommateur. Pour nos agriculteurs céréaliers, donc la majorité des exploitations, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, vous le savez tous. Le petit point qui me semblait important de mettre en avant, c'est que c'est par exemple le dernier rempart pour lutter contre les vulpins résistants. Donc on rentre dans le cadre de tout ce qui est baisse des IFT. Au-delà de ça, la flore adventice de la luzerne n'est pas la même que celle des autres cultures. Donc mettre de la luzerne dans son assolement, quelque part, c'est couper ces cycles-là et diminuer son IFT. Être producteur de luzerne en craie, c'est aussi être agriculteur coopérateur. C'est donc faire vivre et pérenniser un outil industriel de proximité, des emplois ruraux. Et un point qui semblait important d'aborder, c'est que la luzerne, elle soutient, par le verdissement des assolements, elle va soutenir les autres filières. Elle est utilisée comme culture mellifère afin d'aider d'autres filières. Pour les agriculteurs qui vont être double actifs et peut-être aussi pour ceux qui auraient des exploitations très diversifiées, on en a beaucoup parlé. La luzerne, peu de temps, peu de charges de mécanisation, donc ça libère du temps pour d'autres choses et donc c'est fort intéressant sur des exploitations très diversifiées. Alors, en bio, évidemment, elle est absolument incontournable par rapport à l'apport d'azote. Par rapport au salissement des parcelles, parce que le fait d'avoir des coupes précoces et rapprochées en Daisy, c'est ce qui va permettre de nettoyer les parcelles assez facilement. À noter qu'en bio aussi, on a de meilleures marges avec de la luzerne dans les rotations. Ce point qui a été abordé, qui me semble absolument fondamental parce que c'est quelque chose qui est amené à se développer. C'est un label qu'on voit désormais sur les étalages de manière assez fréquente. Et en fait, la luzerne, elle va cocher toutes les cases, ou quasiment. Et finalement, souvent, avec 5 à 10% de luzerne dans l'assolement, l'exploitation devient relativement facilement certifiable. La certification est accessible. Si on prend un tout petit peu, c'est des questions qui ont été abordées dans les questions posées. Il faut savoir que le gouvernement a un objectif de reconquête d'autonomie protéique, donc plus 10% pour atteindre 63% de nos besoins. Donc forcément, il y a également un maintien de l'aide directe à l'hectare qui permet ceci, et puis de garder un prix intéressant pour le consommateur. Avoir en tête que la luzerne, c'est un pivot de beaucoup d'actions sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui, un point à noter, c'est un engagement très très fort de la filière sur le CO2. Toute la filière Daisy s'est mise en ordre de marche avec l'ADEME pour plus de substitution, et le but est d'atteindre une neutralité carbone à horizon 2025. Deux petits points qui ont été abordés, je les ai entendus, c'est tout ce qui est éco-régime et paiement pour services environnementaux. Alors, éco-régime, c'est peut-être un peu anticipé, mais on suppose qu'on va être dans d'excellents niveaux au niveau de la PAC 2023. Et puis PSE, c'est un sujet qui est travaillé, les paiements pour services environnementaux, un sujet qui est travaillé par la filière, parce que de par toutes ces aménités environnementales, la luzerne peut prétendre à une rémunération de la société, enfin, que la société rémunère cette luzerne et l'intérêt pour la société. Voilà. Pour votre exploitation,
On a bien entendu, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un équilibre financier. Ça, merci Olivier. Un équilibre de vie personnelle, c'est quelque chose d'important aussi. Un équilibre en azote et en matière organique. J'ai entendu aussi, j'ai vu cette question par rapport au est-il possible de faire du bio en craie sans élevage. Effectivement, il y a un déséquilibre dans notre région, pas suffisamment d'élevage par rapport à la matière organique. La luzerne, c'est un moyen facile d'introduire de la matière organique dans les sols. Donc, en bref, votre exploitation elle est plus vertueuse, elle est labellisable. Si je devais définir aujourd'hui l'intérêt de la luzerne, c'est que c'est un choix vraiment de chef d'entreprise qui veut de la compétitivité, mais dans la pérennité. Voilà. Eh bien, merci Marie, merci Olivier. Donc, nous allons maintenant traiter le dernier atelier filière, donc avec la betterave. J'ai dit tout à l'heure que la luzerne était une culture qui avait fait l'histoire de la Champagne, et donc la betterave est évidemment l'autre culture qui a fait l'histoire de notre Champagne. Et je vais, comment dire, le masque déjà. Passer la parole à Franck Gallet de la Chambre d'agriculture de l'Aube et à Jean-Marie Lette du CDER. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions via le chat. Donc, d'ici une dizaine de minutes, quand les présentations filières seront terminées, on pourra répondre aux questions. Donc, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, notre groupe a travaillé donc sur la betterave, culture emblématique de nos territoires. Celle-ci subit depuis plusieurs années un certain nombre, de multiples évolutions et aléas. L'impact de ceci sur cette culture remet en cause son statut de culture phare du territoire et pose bien évidemment question aux producteurs et à la filière sur son évolution dans nos assolements. Donc, il nous a paru important de reposer quelques éléments de contexte. Donc, en 2017, la sortie du régime des quotas betteraviers, l'évolution et l'impact du climat, qui est de plus en plus marqué, comme on a pu le constater ces dernières années, la suppression pour la campagne 2019-2020 des néonicotinoïdes, puis leur retour a priori temporaire, et enfin la pression croissante des ravageurs qui est en lien direct avec l'évolution climatique. Dans ce contexte, l'objectif principal de ce groupe était de redonner, d'alimenter les producteurs du territoire dans leur réflexion et de leur redonner des perspectives sur cette culture. Donc, dans cette optique, nous avons identifié 3 grands axes de travail. Un axe plutôt sur les charges, notamment mécanisation et intrants. Aussi, on a travaillé sur les cultures de substitution éventuelles à la betterave. Et puis, enfin, on s'est projeté un peu dans l'avenir avec un zoom sur les perspectives. Donc, pour vous présenter les 2 premiers axes, je vais donc passer la parole à Jean-Marie Lette du CDER. Jean-Marie. Merci, Franck. Alors, pour commencer, quelques chiffres sur les charges. Donc, en fait, on a pris le groupe des betteraviers et on a regardé leur niveau de charge globale. Charge globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire le total des intrants, des charges de structure et rémunération de l'exploitant compris. On les a classés en 3 groupes. La moyenne, les plus économes, les 25% d'exploitation les plus économes et les 25% ayant les charges globales les plus élevées. Et premier graphe, on a regardé leur niveau de rendement pour constater que l'écart de rendement entre les exploitations ayant des charges complètement différentes est très faible, de l'ordre de 2%. Donc, on pourrait pratiquement conclure que quel que soit le niveau de charge, la productivité, au moins au niveau de la betterave, elle est la même. Et ça, c'est constaté sur une période de 5 années. Si on fait un focus sur la mécanisation, eh bien, on a dans le groupe des plus économes, on a un niveau de charge de mécanisation de 400 €.
et un niveau de 860 € dans le groupe le moins économe. Vous voyez les écarts, hein, ils sont très élevés, 450 € d'écart, c'est énorme. Je rappelle que les frais de mécanisation, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, c'est vraiment le poste qui dépend complètement des décisions de gestion de chaque exploitant. Hein, c'est sans doute sur ce poste-là que les exploitants ont le plus la main. Donc, vous voyez, des écarts impressionnants qui, encore une fois, ne donnent pas de productivité supplémentaire. Focus sur les intrants. Là, les écarts sont un peu plus faibles. 120 € pour les plus économes, d'écart avec la moyenne, et puis 140 € entre la moyenne et les moins économes. Alors, en ce qui concerne les intrants, bien évidemment, la météo peut avoir des incidences. Il peut y avoir aussi des incidences sur le type de parcelle, le type de sol, des parcelles plus ou moins sales. Bien évidemment, tout ça, c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que la technicité et l'agronomie, ça paye. Hein, et je dirais même que ça va continuer à payer dans les années à venir, tout simplement parce qu'avec la moindre disposition de molécules, eh bien, évidemment, la technicité et l'agronomie reprendra encore un peu plus d'importance. Globalement, sur les coûts de revient, vous voyez les écarts. Hein, les plus économes sont à 1 960 €, toutes charges comprises. Les moins économes sont à 2 600 €, un écart de 700 € par hectare. Et ça, 700 € par hectare de charge pour quelques tonnes supplémentaires. Il n'y a donc pas photo. Hein, je rappelle quand même que le revenu moyen en Champagne, il est de l'ordre de 300 €. Vous voyez les écarts qu'on peut constater entre les exploitations. Donc voilà, la maîtrise des charges est plus que jamais un élément fondamental de la rentabilité sur vos exploitations. Autre axe, on l'a dit, Franck l'a dit tout à l'heure, la betterave est descendue de l'estrade. La betterave est descendue de l'estrade au sens où, eh bien, elle est arrivée avec l'ensemble des autres cultures et un certain nombre d'entre vous s'interrogent sur le fait de la substituer par d'autres cultures. Donc, c'est le travail qu'on a essayé de réaliser là en se projetant sur la seulement 2022. Donc, on a fait un choix arbitraire de cultures qui peuvent se substituer à la betterave. On a retenu ici, vous le voyez sur le tableau, que des cultures de printemps, le pois, le chanvre, le tournesol et les lentilles. Pour se projeter et comparer les cultures sur 2022, eh bien, on a retenu des niveaux de prix potentiels sur chacune des cultures. Vous les avez ici à l'écran, hein, 240 pour le pois, 26 pour les betteraves, etc. On a également retenu des charges proportionnelles potentielles pour 2022. Bien évidemment, on a actualisé notamment tout ce qui concerne les engrais. Hein. Les engrais, il faut s'attendre sur 2022 à entre 50 et 100 € par hectare supplémentaires de coûts d'engrais pour la prochaine récolte. Hein. Donc, c'est 30 à 40% de plus, notamment pour l'azote et l'acide phosphorique. Et puis, on a tenu compte également d'un intérêt agronomique de certaines cultures, comme le pois et la lentille, hein, qui, on le sait, dans une rotation, peuvent apporter du bonus. On l'a vu tout à l'heure pour la luzerne, peuvent apporter du bonus sur les cultures suivantes. Et puis, on a comparé tout ça, c'est ce que vous avez dans le tableau ici, où vous avez eh bien, le rendement nécessaire en 2022 pour obtenir une marge brute donnée. Et vous pouvez comparer chacune des cultures entre elles. Hein. Les cases en couleur correspondent au rendement moyen des dernières années. Si on regarde par exemple la colonne 1000, objectif donc 1000 € de marge brute, on voit que sur des pois, il faut atteindre un peu plus de 50 quintaux, là où en moyenne, on est plutôt en dessous de 45. En betterave, récolte sans entreprise, 77 tonnes, là où on est plutôt à 88 tonnes, ou
autour de 90 tonnes, on va dire. Donc, on est au-dessus en potentiel de la colonne 1000 euros. En tournesol, on est plutôt à 31 en moyenne, là où il faudrait 34 pour arriver à 1000. Bon, le chanvre, on est à peu près en potentiel 8 tonnes de paille correspondant à la marge de 1000 euros, et puis 26 quintaux pour les lentilles. Tout ça pour dire que quand vous comparez ces cultures-là, eh bien, la betterave conserve tout son intérêt dans les assolements. Hein, et aujourd'hui, les cultures qui peuvent s'y substituer en moyenne, eh bien, elles ont plutôt un potentiel de marge inférieur. Alors, bien évidemment, ce tableau-là, il est à actualiser pour chacun d'entre vous, parce que vous pouvez avoir peut-être des références spécifiques chez chacun d'entre vous, hein, mais on va dire de façon moyenne, la betterave conserve tout son intérêt. Merci Jean-Marie. Donc, on va poursuivre sur les perspectives d'avenir. Donc là, je vais débuter par des évolutions qui peuvent apporter à l'ensemble des producteurs. Donc, c'est l'évolution génétique. Donc, il faut noter un engagement quand même fort des semenciers ces dernières années pour apporter des solutions génétiques aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer sur betterave, notamment la jaunisse, les ravageurs ou les réductions d'intrants. Côté mécanisation, là aussi, beaucoup d'évolutions. Donc, dans les nouvelles technologies, vous l'avez peut-être vu au cultural pour ceux d'entre vous qui y sont allés, mais le SMI et le binage par Farm Droid, ou des outils plus anciens qui évoluent fortement, notamment les bineuses ou les rampes de localisation qui passent en guidage RTK. Et enfin, beaucoup de nouvelles techniques qui nous arrivent d'autres filières. Hein, je pense notamment au plastisemi ou au repiquage de mini-mottes. Donc, dans les autres perspectives, bien entendu, il y a la meilleure rémunération de la betterave, puisque c'est un objectif clair de la filière et de ses opérateurs. Hein. Il est clair que si on veut maintenir les surfaces de betterave dans notre secteur, il faudra bien entendu que les producteurs puissent avoir un revenu satisfaisant. Parmi les autres perspectives, donc le bio. Alors, bon, le bio, c'est quelque chose qu'on arrive à bien valoriser aujourd'hui. Bon, par contre, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de faire progresser les surfaces. Je pense qu'il y a certains freins techniques, notamment sur le désherbage. Dès qu'on arrivera à bien maîtriser le désherbage en bio, on devrait voir une évolution rapide des surfaces. Bon, il faut prendre aussi en compte les certifications, notamment HVE, haute valeur environnementale, qui se développent rapidement sur le territoire, qui actuellement n'ont pas forcément de valorisation sur betterave, mais qui commencent à être valorisées sur d'autres filières. Donc, on peut penser qu'à terme, ça sera également le cas sur cette culture. Chose importante également, et qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est la souveraineté alimentaire, puisque je ne sais pas si c'est suite à la période Covid, mais bon, clairement, les pouvoirs publics et les clients attachent de plus en plus d'intérêt à la production française, et donc ça devient pour eux une exigence vraiment forte. Enfin, pour terminer, je voulais faire un petit zoom sur l'assurance multirisque climatique, qui n'est pas une évolution en soi, mais c'est intéressant de regarder les chiffres de Groupama, et pour constater que depuis 2017, les surfaces assurées n'ont pas évolué, malgré la multiplication, on l'a vu, des aléas climatiques. Aujourd'hui, un agriculteur sur deux assure ses betteraves. Donc, bien entendu, la multirisque climatique ne couvre pas que la betterave, hein, c'est bien un raisonnement global sur l'ensemble des cultures de l'exploitation. Mais il nous a semblé important que les agriculteurs se re-questionnent un peu sur la question assurantielle, et qui peut leur permettre de garantir un minimum de revenus les années où les aléas sont assez prégnants. Donc, pour conclure, les trois grandes idées qu'il faut retenir de notre présentation à Jean-Marie et à moi. Donc, bien entendu, les exploitants doivent se réinterroger sur leur poste de charge. Ça nous paraît essentiel. Vous l'avez vu, Jean-Marie l'a montré, il y a des gros écarts. On confirme que la betterave change certes de statut. Hein, c'est plus la star du territoire, mais par contre, elle conserve tout son intérêt dans les assolements. Et enfin, en termes de conclusion définitive, c'est les signes positifs pour les années à venir, et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Donc, en tant qu'animateur de ce groupe Betterave, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé pour la qualité des échanges et le travail qu'on a pu réaliser ensemble. Merci de votre attention. Bien, bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est de passer à la séance des questions-réponses. Voilà. On avait relevé quelques questions. Ce que je propose, c'est qu'aux différents intervenants de se tenir prêts pour venir passer devant la caméra pour répondre aux questions. Je vais commencer sur la partie bio. Il y avait une question et la Luzerne avait commencé à y répondre, mais est-ce que Arthur peut peut-être compléter la question autour de la conversion sans élevage en craie? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je pense que tu veux peut-être avoir aussi quelques exemples en tête de gens qui sont convertis dans cette œuvre-là. Oui, du coup, pour répondre à la question de l'agriculture bio sans élevage, concrètement, c'est 80% des exploitations dans la Marne en bio qui ne sont pas équipées d'élevage. Il y a trois choses à savoir sur la fertilisation en bio. C'est soit c'est des appros qui sont assez chers mais tout formulés. Donc, voilà, après, il faut des prix intéressants sur les cultures pour valoriser. On a les fientes, le fumier, les vignettes qui sont bon marché, mais avec des tensions justement sur l'appro. Sinon, le meilleur moyen de fertiliser ces cultures, c'est de connaître un éleveur et puis pratiquer les échanges fourrage, fiente ou fumier, voilà, pour assurer sa fertilité sur l'exploitation. Si je peux me permettre pour compléter, est-ce que tu peux expliciter le risque? Tu avais parlé du risque réglementaire bio par rapport au fait que tu avais sécurisé ces appros en précédent. En fait, c'est quoi concrètement le risque qui pèse aujourd'hui sur les conventions bio par rapport au sujet de la fertilisation? Aujourd'hui, il y a deux risques. C'est la provenance des produits. Donc, on a interdiction en bio d'utiliser des effluents d'élevage industriel. Or, on a beaucoup de provenance type Pays-Bas, Belgique, où voilà, on a une traçabilité qui n'est pas forcément ultra garantie. Donc là, il y a un gros point d'attention à avoir dessus. Et après, on a aussi des évolutions réglementaires sur certains produits qui, encore aujourd'hui, sont homologués en bio, mais on a quelques doutes sur leur avenir dans la filière bio. Donc ça, il faut rester attentif par rapport à ça et essayer de se sourcer sur des produits plus ou moins locaux, on va dire. Merci Arthur. Je vais poursuivre sur la filière Luzerne, pour laquelle il y avait quelques questions ou demandes d'informations complémentaires, on va le dire comme ça, sur les débouchés, qui étaient aujourd'hui les consommateurs de Luzerne. Est-ce que c'était des marchés européens ou non européens? Et puis une question plus technique autour de l'effet précédent de la Luzerne, qui peut être un peu débattu ces dernières années. On commence par quoi? Tout ça. Peut-être sur les débouchés, on va commencer comme ça. Oui, concernant les débouchés, il y a un petit peu moins de volonté d'export aujourd'hui de la part d'Esialis, qui est le bras commercial de la filière. On est plus sur l'Europe, sur un marché européen, avec beaucoup de diversification, de segmentation des gammes, des chevaux, le bio qui va aller essentiellement sur la volaille. Voilà, donc moins d'ouverture mondiale, plus Européa first, c'est comme on dit. Et sur la partie effet précédent. Alors, sur la partie effet précédent, si c'est posé de compléter un peu la question ou élargir, c'est parce que souvent que oui, en général, on dit que la luzerne est un bon précédent pour le blé par rapport à la protéine, essentiellement. Effectivement, j'ai vu passer une remarque de quelqu'un qui disait que ce n'est pas un bon précédent chez moi. A priori, je pense vraiment que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des exploitations pour qui… toutes les exploitations sont différentes et des choses peuvent fonctionner mieux ou moins bien chez certains. Aujourd'hui, les chiffres sont quand même restent bons pour la luzerne. Faut savoir qu'on a aussi des pratiques un petit peu différentes qui peuvent être de semer d'autres choses, des céréales d'hiver qui peuvent aussi d'autres céréales, beaucoup plus sur des rotations qui se calent sur le bio, en conventionnel. Et juste pour terminer, il y avait une question notamment pendant la partie des études, une première question autour des surfaces de luzerne. Il y a eu des réponses qui ont été faites en direct. Ah oui, voilà, mais donc c'est bon. En tout cas, je ne voudrais pas parler pour les autres COP, mais en tout cas chez CAPDA, on avait un projet de développement, on a libéré, on proposait 1500 hectares, on pensait que ça allait mettre 2 ou 3 ans,
Et c'est déjà, je refais des listes d'attente, donc non, je crois que les gens ont bien compris l'intérêt de la luzerne. Après, alors, je vais pas toutes les questions si la caméra s'est peut-être arrêtée d'un côté, c'est pas grave. Toujours est-il qu'il y avait des questions autour de la production sucrière française. Alors, je ne sais pas si on aura les moyens de répondre ici dans la salle, puisque comme vous l'avez pu le voir dans la liste encore affichée, il y avait en effet la filière avec Tereos ou Cristal qui était dans le groupe de travail, mais aujourd'hui on a essentiellement les gens de la chambre d'agriculture qui étaient présents et les centres de gestion. Je ne sais pas si on est en capacité de répondre à cette question. Voilà. Alors, je me permets de rappeler que malgré toutes les questions qui sont mises sur le chat seront reprises et on essaiera d'y répondre un maximum. Et vous retrouvez de toute façon donc, le replay donc, de la conférence, mais aussi du coup l'ensemble des questions-réponses qui seront complétées sur les sites internet de nos différents partenaires du projet. Et alors, par contre, après, sur la partie méthanisation, je vais passer la parole. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme question en particulier. Alors, il y avait une première question sur la consommation en eau. Bonne question, justement. Hein. Effectivement, si on produit plus de tonnes de matière sèche hectare, on consomme plus d'eau. Ça, c'est un fait très concret hein, en physiologie végétale. Il faut à peu près 10 mm pour une tonne de matière sèche. Donc, on ne va pas non plus bouleverser le bilan hydrique. Par contre, des consommations en eau à d'autres moments. Voilà. Pour la deuxième culture, l'enjeu, c'est justement d'avoir des cultures économes en eau. Je pense notamment au tournesol, voilà, qui peuvent valoriser peu d'eau. Et donc, on n'est pas forcément à bouleverser le bilan hydrique, surtout en terre de craie où il n'y a pas énormément de fond et surtout des remontées capillaires, ou alors valoriser des pluies estivales. Ces pluies estivales n'étaient pas toujours valorisées d'ailleurs dans les rotations telles qu'elles sont aujourd'hui, donc je n'ai pas forcément de grosses inquiétudes si on a une vraie réflexion agronomique derrière. Hors irrigation, on n'en parlera pas ici. Et donc, on avait aussi une question par rapport à la production d'hydrogène sur les unités de méthanisation. Alors, ce sera plutôt l'utilisation d'hydrogène produit à partir de panneaux photovoltaïques qui sont peut-être à côté de ces unités de méthanisation. Et donc, l'hydrogène qui permettra de servir de source d'électricité plutôt pour le power to gas, donc la production de méthane de synthèse à partir du CO2 rejeté par l'épuration du biogaz. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on trouvera une valorisation de l'hydrogène sur les unités de méthanisation. Mais pour l'instant, c'est encore au stade expérimental. Voilà. Merci. Et puis, entre-temps, une question est arrivée pour le groupe Betterave. Voilà, s'ils peuvent nous partager leur vision de l'après des dérogations des néonicotinoïdes. L'après néonicotinoïdes, hein, je vous l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure dans la présentation, on fonde beaucoup d'espoir sur la partie génétique hein, et recherche au niveau des semences, hein, puisque je pense qu'au niveau, des phytosanitaires, il ne faut pas s'attendre à des grandes révolutions. Donc, je pense que vraiment le point fort, ça sera plutôt la recherche en semences. Voilà. Parfait. Je pense qu'on arrive au bout des questions, parce que je regarde la salle autour de moi, pour savoir s'il y a d'autres questions. Mais après avoir vu non, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir nous poursuivre, puisque je pense qu'on est bien dans notre timing prévu pour terminer à 11h. La suite, hein, donc je vais pour me représenter, Rémi Van Lasbroek, donc je suis le responsable du marché grande culture à la Chambre d'agriculture de la Marne. L'idée, c'est voilà, on a fait cette première restitution du projet Oser Ancré, Oser en Brie. La suite, c'est de poursuivre ce travail de restitution avec l'ensemble des partenaires et d'être dans une restitution de proximité à travers l'ensemble des réunions qu'il peut y avoir dans l'hiver, hein, fait par l'ensemble des partenaires. Voilà, l'objectif, c'est plutôt d'aller diffuser les résultats au plus proche et pouvoir surtout être dans une phase d'échange. Hein, là, on s'est adapté, on va dire, aux conditions sanitaires. Mais l'idée, c'est aussi quand même à un moment donné de pouvoir réussir à construire des réunions et d'arriver à des échanges beaucoup plus directs pour construire les solutions. Et puis, on va sûrement proposer un événement à destination des institutionnels, que ce soit coopératives, instituts techniques, mais aussi les pouvoirs publics, pour partager nos résultats et diffuser les messages. Voilà ce qu'on envisage en termes de restitution, on va dire, à court terme. Et puis la suite, c'est sûrement vers de nouveaux territoires. Ça a été évoqué lors de l'introduction. Après le Barrois, la Cré, la Brie, on va essayer de déployer ce process, hein, cette façon de procéder qui est relativement innovante, hein, d'aller
interroger les exploitants pour trouver les solutions qui viennent du terrain et ensuite aller les rediffuser au reste de la plaine. Donc, dans les tuyaux, on va dire comme ça, il y a le Vitria, l'Argonne, la Champagne humide, pour ne parler que de cela, mais ça peut aussi s'élargir sur un horizon plus large au niveau du Grand Est. Pourquoi pas. Ça peut être aussi vers de nouvelles filières. On a déjà initié OSER polyculture élevage. On peut s'interroger sur la filière viticole et puis d'autres. Voilà, là aussi, n'hésitez pas dans le chat ou dans la suite à nous remonter sur des interrogations. Oui, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir ce petit focus sur une filière en particulier. C'est des choses qu'on pourra y regarder. Et puis faire de nouveaux accompagnements, parce que comme l'a précisé Jean-Michel au début de l'introduction, l'idée, c'est pas simplement de faire le diagnostic, c'est aussi derrière de pouvoir construire des nouveaux accompagnements, des nouvelles façons d'accompagner les exploitants en s'appuyant sur les leviers identifiés et de le faire en partenariat, comme ça a été fait là. On sent une belle dynamique autour de ce tour de table avec les différents partenaires, c'est de poursuivre ce travail-là pour être en synergie et être au plus près des besoins des exploitants et vous donner des nouvelles solutions, des nouveaux leviers et vous accompagner pour les mettre en œuvre pour avoir de la valeur ajoutée sur vos exploitations. J'en profite donc du coup pour remercier encore une fois l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'étude, que ce soit les centres de gestion, les banques, assurances, les filières avec les industriels qui étaient présents là. Voilà, bon, ça va oublier personne, mais l'idée c'est voilà, ça a été un travail pratiquement d'une année maintenant, puisqu'on a attaqué sur octobre avec un gros forcing dans l'hiver pour faire l'ensemble des audits. Et donc l'idée ça va être sûrement de poursuivre ensemble. Et donc, pour résumer, la conclusion, c'est un seul message, c'est de redonner les clés aux exploitants pour qu'ils reprennent les rênes du contrôle de leur exploitation. Ça a été dit plusieurs fois. Il faut être maintenant bon sur un ensemble de domaines. Jusqu'à présent, voilà, on avait peut-être, notamment pour le secteur de la craie, la possibilité de ne pas tout maîtriser. Aujourd'hui, voilà, les taux sur serre, il faut donc être performant sur l'ensemble des éléments de son exploitation. Et donc, c'est le message français qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. C'est de vous dire, il faut être performant et pour ça, on pourra vous accompagner. Il y a des pistes qui ont été levées là et qu'on vous redonnera par la suite. Voilà pour la conclusion de ce webinaire.